Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Les premiers résultats de l'enquête sur le crash du vol AH57 ont été publiés hier à Bamako, avec peu d'éléments nouveaux sur les causes du drame du 24 juillet dernier qui a fait plus de 100 morts. Le Centre culturel français devenu Institut français fête cette année ses 50 ans de présence au Burkina avec le sentiment du devoir accompli en faveur du rapprochement des cultures des deux pays. Le Cameroun, submergé par l'arrivée massive des Nigérians fuyant devant la secte Boko Haram et ses actions terroristes, plus de 11 000 personnes sont arrivées au nord Cameroun suscitant l'inquiétude des humanitaires. Bienvenue donc au journal. Les premiers résultats de l'enquête sur le crash du vol AH57 ont été publiés hier à Bamako, au Mali. Les premières conclusions ne disent pas avec certitude que l'accident du 24 juillet dernier a été provoqué par le mauvais temps. D'autre part, le rapport ne précise pas non plus si le crash est dû à une défaillance humaine ou à une panne technique. Le travail des enquêteurs se poursuivra donc pour déterminer les raisons de la tragédie. Reportage à Bamako de nos envoyés spéciaux Adama Guiti, Abouakar Sagnon. Le rapport d'État présenté ce samedi à Bamako n'a pas tellement apporté d'éléments nouveaux et précis pour expliquer le crash du vol d'Air Algérie. La principale piste privilégiée aux premières heures du crash, à savoir les mauvaises conditions météorologiques, n'a pas été confirmée. Selon le président de la commission sur les accidents et incidents de l'aviation civile du Mali, les pilotes n'étaient pas fatigués et avaient l'expérience de voler dans cette partie de l'Afrique. L'appareil était également en bon état. Mais aucune réponse n'a été apportée au fait que la boîte noire qui enregistre les conversations du cockpit n'a pas fonctionné. Le rapport n'explique pas non plus pourquoi le pilotage automatique et l'automanette se sont déconnectés à 1h45 avant que l'avion ne tombe. La piste terroriste n'a pas non plus été confirmée. Le rapport précise seulement que l'avion ne s'est pas désintégré en vol. Donc nous ne pouvons pas dire que c'est dû à un comportement humain ou c'est dû à un comportement de machine, mais on va prendre les paramètres de base de tout et on voit dans ces conditions comment ces paramètres se comportent. Je ne privilégie aucune piste et j'insiste beaucoup sur ça. C'est-à-dire privilégier des pistes, on n'aura pas la lumière sur un accident. Il faut être le plus neutre possible et travailler sur la base des éléments factuels collectés. Pour les parents des victimes qui attendaient de connaître enfin les raisons du drame, c'est la déception. Très sincèrement, nous ne sommes pas satisfaits. Nous pensions qu'on allait aller en profondeur, nous expliquer davantage. Notre priorité aujourd'hui, c'est de savoir comment nos parents, nos chers parents sont morts dans cet accident, afin que la justice leur soit rendue, que nous puissions faire le deuil. C'est ça notre préoccupation. Pour moi, c'est l'enquête judiciaire qui allait d'abord... C'était des informations sur l'enquête judiciaire à l'étape où ils sont, où ils en sont avec les prélèvements d'ADN qu'ils ont pris. Est-ce qu'ils ont pu reconnaître les corps? Ils n'ont pas pu reconnaître de corps. Est-ce qu'il y a des restes? Quand est-ce que ces restes nous seront rendus? C'est ça que moi j'attendais, mais je n'ai pas eu cette information. Au sujet de l'identification des restes des victimes et de leur restitution aux familles, le ministre de la Justice malien a précisé que les analyses sont en cours. Le crash du vol AH57 d'Air Algérie n'a donc pas encore livré tous ses secrets. Selon le président de la commission sur les accidents et incidents de l'aviation civile du Mali, des recherches complémentaires seront menées et les résultats seront disponibles dans 6 mois ou dans 1 an. Dans un tout autre chapitre à présent, le deuxième forum des acteurs des marchés publics a pris fin vendredi à Ouagadougou par l'adoption de résolutions et recommandations pour améliorer et mieux gérer les marchés publics. La rencontre a notamment mis l'accent sur la prise en compte de la spécificité des sociétés d'État dans la réglementation des marchés publics. Reportage Claudine Bikaba.
À la fin des 2 jours qu'ont duré les réflexions des acteurs des marchés publics, il est sorti de ce deuxième forum des recommandations et des propositions jugées pertinentes et qui pourraient permettre d'améliorer la gestion des systèmes des marchés publics. Des propositions qualifiées aussi d'avancées notables dans ce secteur. Concrètement, il a été proposé de revoir les seuils de passation des marchés publics. Il a été proposé d'organiser un suivi dans l'exécution des marchés publics. De même, il a été proposé de mettre en cohérence le nouveau dispositif de règlement des différends avec les directives communautaires de l'UEMOA. Un satisfecit exprimé également de la part des sociétés d'État par rapport à la prise en compte de la spécificité de ces sociétés dans la réglementation des marchés publics. Contrairement à ce qui se passe actuellement, puisque tout le contrôle se fait a priori, c'est d'accorder plus de responsabilités aux différentes structures, notamment le conseil d'administration et les directions générales des sociétés d'État. Quand on fait un contrôle a posteriori et qu'on se rend compte qu'il y a eu des manquements, il est tout à fait normal qu'on puisse sanctionner ceux qui sont donc en faute. Entre autres recommandations, l'adoption des mécanismes d'encouragement des acteurs performants dans l'exécution des marchés publics afin de susciter une émulation. À quelques jours de l'ouverture de la 2e session ordinaire de l'année de l'Assemblée nationale, les groupes parlementaires préparent ces retrouvailles à travers des journées. Ainsi, l'ADF-RDA s'est retrouvée à Kokologo dans le Boulkiemde pour discuter de l'implication des élus nationaux et locaux dans la prévention de l'épidémie à virus Ebola. Reportage Sylvain Vebamba. Une recommandation sur l'organisation de la prévention de la maladie à virus Ebola dans les communes, les provinces et aux frontières et une enveloppe d'1 million de francs CFA pour soutenir le ministère de la Santé, c'est ce qui a sanctionné cette 2e journée parlementaire 2014 du groupe ADF-RDA. De tout ce qu'on a entendu, de tout ce qu'on a vraiment compris, nous confirme que nous avions raison de choisir ce thème sur Ebola parce que nous ignorions beaucoup de choses et nous en avons beaucoup appris avec le concours des experts qui sont venus nous parler ce matin. Un sujet de réflexion pour ces journées qui ne signifie pas que le parti de l'éléphant a tourné le dos aux préoccupations politiques de l'heure. À l'ADF-RDA, nous n'attendons pas de vivre une situation avant d'en parler. Notre capacité d'anticipation fait que nous évoquons les situations avant qu'elles n'arrivent. Au moment où nous, on parlait de transition politique, au moment où nous, on parlait de dialogue, d'autres parlaient d'autres choses. Aujourd'hui, nous nous réjouissons que tout le monde parle du dialogue. Et comme tout le monde est d'accord pour le dialogue, nous parlons maintenant de la sensibilisation pour que notre pays ne vive pas cette épidémie. Pour cette journée, aux députés se sont joints des élus locaux, des responsables et des militants du parti. Une mobilisation saluée par les organisateurs. Ça fait une grande joie pour moi-même et pour mes militants. Il faut dire aussi que le thème est d'actualité. Au lieu de nous retrouver simplement entre députés du groupe parlementaire ADF-RDA, nous avons réussi à intéresser les populations de la commune de Kokologo à cette maladie, que chacun reparte d'ici avec une information, comment nous pouvons nous prémunir. La commune de Kokologo est dirigée depuis la communalisation intégrale par l'ADF-RDA avec aujourd'hui 15 conseillers de ce parti sur les 23. Les prochaines journées parlementaires du groupe sont prévues se tenir à Pau, dans le Naouri. Être à la fois un programme de développement communautaire et un agent vecteur de patriotisme, c'est la mission que s'est assignée une nouvelle organisation de la société civile dénommée ONG Notre Patrie. Elle a été portée sur les fonds baptismaux et ses premiers responsables ont rencontré hier la presse pour parler longuement de ses objectifs. Jacques Lamissa Tarpaga. Promouvoir l'éducation, la santé des populations et l'entrepreneuriat des jeunes, ce sont entre autres les objectifs visés par cette nouvelle association. Face à la presse ce samedi 20 septembre à Ouagadougou, son premier responsable dit compter sur son expérience vécue en Côte d'Ivoire pour contribuer au développement du Burkina Faso. L'ONG Notre Patrie a pour ambition de donner une nouvelle dynamique
à l'action patriotique pour le développement de notre pays. Nous avons les objectifs, c'est le développement personnel de l'individu. Nous avons dit que tout développement économique, social, culturel repose sur l'homme. Si cet homme-là n'est pas équilibré dans sa tête, je pense que tout projet de développement est voué à l'échec. L'ONG Notre Patrie est officiellement créée en janvier 2014. Elle entend dérouler un programme de formation modulaire au profit des citoyens. Nous comptons beaucoup sur l'entrepreneuriat pour accompagner déjà ce qui est déjà fait sur le terrain. Maintenant, en plus de ça, il y a aussi les formations que nous allons mettre à la disposition des jeunes. Bon nombre de problèmes existent effectivement dans les familles. Et c'est pourquoi nous avons pensé aux assistants sociaux pour quand même appuyer ces familles qui connaissent quand même des difficultés dans ces différentes localités. Et en plus de ça, on a aussi prévu la conférence itinérante pour éveiller par exemple les citoyens partout, que ce soit à Ouaga ou bien dans toutes les différentes régions. Les activités de l'ONG seront financées par les populations sous la forme d'une souscription volontaire. L'ONG entend également faire appel à la diaspora burkinabé pour la mise en place d'un fonds spécial. Le civisme et le patriotisme sont aussi mis en exergue par le mouvement burkinabé pour le développement et le civisme et l'ONG Diakonia qui ont organisé à Dori dans le Sénat la 2e édition des universités des jeunes leaders. Cette rencontre a permis aux jeunes de toutes les régions du Burkina de renforcer leurs capacités en matière de participation citoyenne à la vie de la nation. Reportage Vincent Kendrebeo. Ils sont une trentaine de jeunes venus de différentes régions du Burkina pour suivre une formation axée sur la participation citoyenne des jeunes. À l'initiative, le mouvement burkinabé pour le développement et le civisme, MBDC, qui a tenu sa 2e édition d'Université des jeunes leaders du 15 au 19 septembre dans la capitale du Sahel. À l'issue de cette université, nous pouvons déjà tirer comme bilan la capacitation de la jeunesse et la mise en place de cette intelligence collective-là à travers un réseau que les jeunes ont librement consenti à mettre en place et qui va élaborer un plan d'action. 4 jours de travaux et ces jeunes se sentent désormais mieux éclairés sur certaines de leurs responsabilités citoyennes. À l'issue de ce que nous avons eu comme communication, notamment sur la gouvernance locale, la démocratie et l'alternance apaisée en 2015, et aussi quelques notions de leadership, nous pouvons dire en gros que nous sortons enrichis. Ce que nous retenons ici, c'est qu'aujourd'hui, la jeunesse, au regard de son importance numérique, au regard de son dynamisme, au regard de l'énergie dont elle dispose, elle ne peut pas rester en marge de développement. Cette université du MBDC a eu l'appui de Diakonia, ONG qui veut des femmes et des hommes qui changent le monde, avec la bénédiction des autorités politiques et administratives. Les initiateurs de cette activité, notamment MBDC et Diakonia, sont des partenaires crédibles. Deuxième raison, c'est la pertinence de l'activité. De nos jours, la question du civisme est une question qui préoccupe l'ensemble de la communauté nationale. Pari réussi pour le MBDC et son partenaire, Diakonia, qui table maintenant sur la mise en œuvre des engagements pris à cette rencontre, avec le regard tourné vers la prochaine édition. 50 ans de présence au Burkina pour faire rayonner les cultures des deux pays, cela méritait bien une fête et elle a eu lieu hier. L'Institut français ex-centre culturel Georges Méliès célèbre son demi-siècle d'existence à travers une série d'activités qui ont été lancées en présence du monde de la culture. Touaboum, Evelyne Dabiri. L'acte 1 de cette cérémonie commémorative des 50 ans de l'Institut français est l'ensemble des interventions. Celle de l'ambassadeur de France au Burkina et celle du ministre en charge de la culture ont toutes magnifié la coopération entre le Burkina et la France. Elles ont aussi rappelé l'importance de cet institut dans la vie estudiantine, puis son impact sur l'ouverture de la culture du Burkina vers l'extérieur. Le centre culturel, comme nous l'appelons affectueusement, a énormément accompagné l'éclosion des arts au Burkina Faso. Bon, d'abord par l'offre en matière de littérature qui était faite depuis les années 64. Au-delà de ce rôle didactique,
il y a aussi ce rôle politique, parce que ça a permis de raffermir les liens entre les peuples français et les peuples burkinabés. Toute chose qui justifie la fierté de la France. Je suis très honorée de fêter 50 ans de coopération extrêmement fructueuse entre nos deux pays. Voilà, donc c'est aussi la célébration de tous ces temps forts qui ont été avec des artistes de toutes les disciplines et surtout répéter une nouvelle fois que l'Institut français, c'est la maison de tous, ouverte à tous. Grand sentiment de joie et de fierté parce que c'est le symbole, cet institut, d'une relation formidable entre la France et le Burkina Faso. Et après ces interventions, une visite guidée de l'exposition a fait découvrir le cheminement entre ces brodeuses burkinabées, ici en rouge et noir, et celles de France. Un travail d'équipe qui a produit ces tableaux de fils et de perles entièrement brodés à la main. Et pour l'occasion, en plus de ces figures et de ces coiffes qui symbolisent la richesse des activités de l'Institut, 7 dizaines de gâteaux au chocolat, à la fraise et 7 bûchettes, mais non comestibles, ont été offertes à l'Institut pour un joyeux anniversaire. La généalogie royale et les prénoms en pays Mouaga, consignés dans un ouvrage intitulé « Le secret de la coutume Mouaga ». L'ouvrage, dont l'auteur est un autodidacte, Raphaël Koudouongo Kwama, a été dédicacé ce matin en présence de gardiens de la tradition. Karim Patrick Namono, reportage. Bebrigda, Raki Souligri, Wenla Sida, Koudouongo sont autant de prénoms que l'on retrouve dans l'œuvre Le secret de la coutume Mouaga. Loin des pratiques ésotériques, l'auteur Raphaël Kakwama, autodidacte, lève un coin de voile sur la généalogie royale et sur les prénoms en pays Mouaga. De nos jours, rares sont nos jeunes frères qui s'attachent à la tradition, qui s'attachent à notre culture. Alors donc c'est dans cette optique-là que j'ai décidé d'écrire sur le secret de la coutume Mouaga, qui détermine l'essence des noms botaniques, mais aussi la généalogie des royaumes en pays Mouaga. L'auteur, initié à la tradition Mouaga, n'a ni la prétention d'égaler les écrivains de renom. Son œuvre constitue sa pierre qu'il apporte à l'édification d'une société Mouaga respectueuse de ses us et coutumes. Tout ce qui sort de l'esprit et qui s'inscrit dans l'histoire individuelle et collective pour demeurer comme une balise, comme un repère dans le cheminement infini de l'histoire de nos peuples, tout cela mérite respect, appui, encouragement et je dirais à la limite mérite une certaine vénération. L'essai sociologique de 64 pages ne sera pas la dernière œuvre de Raphaël Koudouongo Kwama. Il garde cependant secret les prochaines thématiques comme le titre de la présente œuvre, Le secret de la coutume Mouaga. Le rêve américain se réalise en partie pour une trentaine d'impétrants de l'Institut africain de management IAM qui ont empoché le bac américain. Cela a été possible grâce au partenariat que l'IAM a noué avec une université américaine. Les diplômés ont reçu hier leur parchemin. Sié Sylvestre. À partir du Burkina Faso, ces élèves de l'Institut africain de management IAM ont obtenu le baccalauréat américain. Cela grâce à un partenariat entre l'IAM et American University of Leadership. Après une phase préparatoire, c'est à distance que les cours de cette université américaine ont été dispensés aux élèves. C'est en fait dans le cadre d'un partenariat entre IAM et une université américaine, ASL, que donc justement IAM a délocalisé donc cette formation à son niveau pour permettre à des élèves de niveau terminal désireux donc de pouvoir poursuivre leurs études dans des universités américaines ou canadiennes de pouvoir le faire.
Alors donc c'est dans ce cadre-là justement qu'ils prennent des élèves qui ont le niveau terminal, qui se préparent et qui passent l'examen à distance. Pour cette première promotion, ils sont 33 candidats dont 11 filles et 22 garçons à passer l'examen qui leur ouvre les portes des universités américaines. Et cette cuvée a fait un taux de réussite de 100%. On a eu de très bons professeurs qui ont pu nous ménager suffisamment pour qu'on puisse apprendre rapidement. Ça a été très rapide, mais ça a été fait de manière très intense. Et je pense que chacun a pu assimiler ce qu'il avait à savoir pour l'examen. La preuve qu'on a fait 100%. Le système américain, c'est favorable, c'est adaptable. Et puis on a l'impression qu'on avait déjà tout fait, quoi. Donc c'était un peu plus facile pour nous. Mais on a eu quand même peur parce qu'il y a eu d'autres qui sont partis en session et tout. Par exemple, comme moi, je suis partie en session. Désormais, ces nouveaux bacheliers peuvent s'inscrire directement dans une université américaine sans passer par une année préparatoire. Les contrôles autour du respect des prix des fournitures scolaires se poursuivent à travers le Burkina à quelques jours de la rentrée des classes. À Bobo-Dioulasso, 4 équipes du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat ont fait hier des descentes dans la librairie de la place. Au bout du compte, de nombreux acquis ont été notés, mais aussi des irrégularités, surtout au niveau de la conformité des factures. Sanois Christine Koulibaly. S'il y a des articles qui se vendent bien en cette période préparatoire de la rentrée des classes, c'est bien les fournitures scolaires, laissant souvent libre cours à la surenchère. Mais c'est sans compter avec la vigilance du ministère en charge du commerce. En cette matinée, 4 équipes de contrôle ont quadrillé la ville de Sia pour veiller au respect de la réglementation économique en matière de concurrence, de qualité et de métrologie. Au bout de quelques heures de vérification chez grossistes et détaillants, le constat est mitigé. Si la publicité des prix est une réalité dans la plupart des magasins, des irrégularités subsistent. Des irrégularités qui ne restent pas souvent impunies. Il peut arriver, en fonction de l'analyse du dossier, de reprendre les surplus qu'il aurait perçus sur la vente de certains articles qu'on appelle les bénéfices illégaux, illicites perçus. On les fait reverser ça. Ensuite, ce que les textes prévoient comme sanction, des amendes qui peuvent aller de 5 000 jusqu'à 5 millions par faute. Et il y a des cas où, les cas des articles qui sont interdits de vente, notamment les fournitures délivrées par les ministères en charge de l'enseignement et de l'éducation. Là, quand on les prend, carrément on les retire et on fait sur les dossiers conformément à ce que la réglementation dit, autrement auprès des forces de l'ordre. Mais les hôtes du jour semblent sereins et se montrent très coopératifs. C'est normal qu'ils font leur travail. À chaque fois qu'ils passent vérifier les prix ou contrôler les factures et tout ça là, on est disponible. Souvent, je ne sais pas pourquoi on vient avec les agents, en tout cas on ne comprend pas. Bon, quand c'est comme ça, ça nous effraie aussi un peu, quoi. Oui. Sinon, aujourd'hui, là, on n'a pas intérêt réellement à augmenter les prix. Réellement, ça ne va pas marcher. Et c'est le consommateur qui trouve son compte. Quand on voit les services de contrôle comme ça faire le tour des librairies, ça nous fait quand même un baume au cœur. Ça nous met à l'abri des flammes de certains prix. C'est là la principale raison de ces contrôles, devenue une tradition au ministère en charge du commerce. Le Fonds d'entretien routier du Burkina, dont la mission est le financement et l'entretien du réseau routier, est peu ou mal connu du public. Ceci explique les rencontres initiées par le Fonds avec les populations pour mieux préciser ses objectifs et missions. Le FRB s'est entretenu dans ce sens avec les populations de Zignaré dans l'Oubritanga afin de les sensibiliser en faveur d'une protection du réseau routier burkinabé. Reportage Moussaki. C'est fait. Le Fonds d'entretien des routes du Burkina FRB est désormais connu des populations du plateau central. Créé en 2007 et après avoir injecté plus de 500 millions de francs CFA dans le patrimoine routier de cette partie du Burkina en 2013, les responsables du fonds veulent passer à une vitesse supérieure pour permettre aux usagers de comprendre davantage les missions du FRB. Une autre idée qui ressort de cette journée d'information et de sensibilisation est que les populations du plateau central sont appelées à éviter certaines actions telles que le ramassage du sable sur les pistes et le vandalisme. On est parti d'un certain nombre de constats que les dispositifs que le gouvernement a mis en place pour assurer l'entretien routier n'est pas trop connu. Et c'est pourquoi depuis le 9 juillet, nous avions décidé de dérouler une campagne d'information et de sensibilisation
à cette journée. Ce sont aussi des pièces de théâtre qui mettent l'homme au centre de la question de la sauvegarde du patrimoine routier au Burkina. Le manque de volonté de bien faire des entreprises et les comportements peu enviables des usagers sont ici mis en scène devant un public sorti nombreux. C'est une très bonne initiative que nous saluons. Peu de gens savent que les routes sont entretenues et que l'État met beaucoup de moyens pour entretenir nos voies. Et également, cela va permettre de faire un plaidoyer auprès de nos partenaires pour qu'ils puissent accompagner justement le FRB. Et ensuite, une conscientisation de nos braves paysans, surtout les usagers de la route, de prendre soin parce que c'est un patrimoine commun. Qu'à cela ne tienne, le directeur général du Fonds d'entretien routier du Burkina a exhorté les populations à être des relais auprès des autres pour une synergie d'action pour la sauvegarde des routes qui aujourd'hui endeuille beaucoup de familles. Après Zignari, les responsables du fonds devraient déposer leurs valises respectivement à Waïgouya et à Yako. Tout se passe bien pour les fidèles musulmans qui accomplissent cette année le 5e pilier de l'islam, le pèlerinage à la Mecque. Les dépasses se multiplient depuis mercredi des aéroports de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Dans le Oué, 4 vols sont prévus pour permettre aux 1600 pèlerins de la région d'accomplir le Hajj. Le premier vol a eu lieu hier au grand soulagement des fidèles et des autorités. Reportage Moumouni Baro. Aéroport international de Bobo-Dioulasso. C'est d'ici que 1600 pèlerins répartis en 4 groupes vont partir à la Mecque, en Arabie Saoudite, pour accomplir le 5e pilier de l'islam, qu'est le Hajj. Formalité d'usage oblige. Passeport, visa, carnet de vaccination, carte d'embarquement et autres documents nécessaires sont passés à la loupe pour s'assurer de leur validité. Bon, c'est des procédures pour appliquer des mesures de sûreté. Voilà, parce que même le passager normal, ce sont les différentes procédures. En tout cas, le dispositif sécuritaire a été renforcé à tous les niveaux, que ce soit le cordon extérieur, que ce soit les mesures de sûreté aéroportière au niveau de l'aérogare. Après les différentes étapes de vérification, les pèlerins embarquent à bord du Boeing 747 de la compagnie saoudienne Nas Air. C'est l'émotion pour la plupart des pèlerins qui sont à leur première expérience. Cette année, Inch'Allah, les organisations étaient bonnes. À Bobo-Dioulasso, tout le monde sont satisfaits. On est parti tranquillement, il n'y a pas de problème. Pour certains, l'on se demande comment ils iront accomplir les différents rites. C'est dire donc que c'est une question de foi ici. Ces pèlerins n'étaient pas orphelins, ils ont été accompagnés à l'aéroport par plusieurs officiels. Comme de coutume, nous assistons généralement à l'embarquement des pèlerins pour aller accomplir leurs devoirs. Et il est de plein droit, de bonne guerre, de venir leur souhaiter bon voyage afin qu'ils accomplissent dans la sérénité et bien sûr dans toutes les règles l'art, leur devoir de pèlerin et en paix et revenir en paix. Nous sommes très contents ce soir, en tout cas, de voir nos pèlerins enfin décoller. Donc je veux dire, le doute est levé, nous sommes rassurés, nous sommes très contents. Et c'est aux environs de 16h40 que l'aéronef a décollé. Il a 6 heures de vol pour rejoindre les lieux saints de l'islam. À noter que chaque pèlerin a dû débourser une somme d'1 810 000 francs CFA pour prendre part au Hajj 2014. Merci d'avoir suivi le journal qui s'achève ainsi. Excellente soirée à toutes et à tous en compagnie de la RTB.